On vient d'évoquer l'homme qui a su, c'était le terme de Pierre Bourjade, garder dans nos têtes, dans nos mémoires, un sourire, le sourire de Man Ray, à propos de l'exposition au Musée national d'art moderne à Paris, dont on me prie de vous dire qu'actuellement il y a des difficultés pour la visiter, parce qu'il y a une sorte de grève du service de nettoiement, je ne sais pas exactement. Donc avant de vous y rendre, soyez sages et téléphonez au centre Beaubourg pour vérifier de ne pas trouver porte close. Et maintenant, on va passer à une troisième expérience, un troisième parcours. On va évoquer avec nos invités, Ida Biard, Bernard Bourgeot et Alain Fléchère, une histoire qui est en suspens. Une histoire qui est en suspens, c'est-à-dire qu'il y a, si je ne me trompe, une dizaine d'années, il y avait, je ne sais pas si c'est à Paris, quelque part, peut-être que ça n'a jamais existé, j'en sais rien, une fenêtre. Hein, la French Window, c'est-à-dire une fenêtre comme, vous savez pas que c'est des French Windows, c'est les fenêtres françaises, quoi. Elles sont comme ça, bon, mais c'est des fenêtres comme il y a dans tous les quartiers, dans toutes les rues. Et cette image de fenêtre, avec des rideaux, on voyait rien derrière, quelquefois on voyait apparaître des rayures jaunes et vertes, ou blanches et vertes, c'était un témoignage d'un artiste. Cette fenêtre a signifié pendant quelque temps, pendant 4-5 ans, qu'il se passait quelque chose de bizarre dans le monde de la peinture. Quelque chose de complètement désincarné. Encore une fois, cette galerie des locataires, puisque c'est son nom, je ne sais pas où elle est soutenue, je ne sais pas si elle a existé, peut-être qu'elle est purement imaginaire, mais pour moi, je la tiens pour quelque chose de réel. Et les 3 personnes qui sont avec moi, bien sûr, pensent que c'est quelque chose de vrai. Alors, je voudrais qu'on raconte ce qui a été tenté il y a une dizaine d'années là, où ça en est, et s'il est possible de recommencer une chose. Parce que, Ida Biard, puisque vous êtes à la base de cette galerie des locataires, j'ai reçu une lettre de vous il y a quelque temps où vous disiez que vous n'étiez pas d'accord avec les artistes maintenant et qu'ils n'étaient plus comme vous les aimiez. Alors, première étape, vous nous racontez comment ça a été fondé et puis ensuite on verra avec les 2 artistes qui vous accompagnent, Bernard Bourgeot et Alain Fléchère, s'il y a une chance que ça reprenne une entreprise aussi désintéressée et aussi peu financière. Ida Biard. Oui, la galerie des locataires, elle a commencé au même moment que le French Window. J'ai eu l'idée de montrer des travaux des jeunes artistes que j'ai rencontrés par l'occasion du French Window. Mais d'abord, il faut dire que c'est une attitude, c'est pas une galerie qui est liée au mur ou à l'emplacement. Elle peut se manifester n'importe où. Une galerie mentale, au fond. Voilà. Une galerie mentale. Oui. La peinture est bien causa mentale, et pourquoi est-ce que les galeries ne seraient pas causa mentale aussi? Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Beaucoup de choses. Oui, il y avait beaucoup de choses. En 5 ans, j'ai fait beaucoup de réalisations de projets ou simplement de communication de travaux d'artistes à travers l'Europe. Est-ce qu'il y avait des expositions quand même dans cette galerie mentale? Oui, j'ai fait des... C'était possible. Oui, c'était pas à éviter. Non, mais par exemple dans les bureaux de poste ou dans les marchés ou dans les cinémas, même j'ai fait une projection de films, de diapositives qui était fait exprès pour cette projection dans un cinéma avant le film, c'est-à-dire dans la partie réservée à la publicité autrement. Et vous avez été sifflé ou pas? Non? Il y avait diverses réactions, mais je trouve qu'il faut le faire, des choses comme ça aussi. Alors, quels sont les artistes que vous avez montrés de préférence? Je n'avais pas de préférence. C'était aussi n'aimez pas ce que vous montriez? Non, mais c'était aussi un Restez parti... dans le micro, soyez gentil. Oui, c'était aussi un parti pris de la galerie. Je n'ai pas fait de sélection, si vous voulez, des œuvres que les artistes me présentaient. Et j'exécutais les œuvres qu'on me proposait. Oui, mais j'imagine qu'avec le programme que vous aviez, les artistes qui venaient vous trouver étaient quand même des artistes d'un certain type, si j'ose dire, d'un certain genre. Oui, sûrement. Sûrement, c'était des artistes qui ont trouvé que leurs œuvres peuvent et doivent se réaliser de cette façon-là. Donc votre amour de la peinture n'étant pas en cause, vous pouvez plus facilement me dire ce qui vous a paru particulièrement intéressant d'exposer. Vous avez exposé Waldès, vous avez exposé plein de gens, vous avez exposé Buren, vous avez exposé Bourgeot, vous avez exposé Fléchère, qui sont avec nous. Oui. Et puis qui encore? Puis Caderet, par exemple. L'homme au bâton? Oui, plusieurs expositions de Caderet, dont une que je préfère, celle qui était faite à la galerie Meg pendant le vernissage d'Adami. Caderet il a fait
une exposition de son œuvre pendant ce temps-là. Et il a été d'abord éjecté de la galerie. Et puis après, bon, comme il avait un autre... Il a prévu cela, il avait un autre petit bâton dans sa poche et il a quand même pu exposer son travail. Alors je crois qu'on voilà, c'est une perturbation, c'est une perturbation. Voilà, vous êtes Madame Ida perturbatrice, hein, c'est un peu ça. Et quand vous dites que vous faites une exposition Cadéré, au fond, vous envoyez Cadéré, vous, Ida Biard, à la Galerie Mag, un vernissage d'un autre artiste, avec son bâton plein de couleurs, qui est superbe d'ailleurs, ils sont très bons, ces bateaux. Hein. Il se fait virer, ce qui est un peu normal, parce que c'est pas celui qu'on expose. Il revient avec un autre bâton, et ça, c'est une exposition. Hein. Voilà. Ouais. Alors, c'est des choses comme ça, parce que, bon, la galerie des locataires, c'est quand même une attitude par rapport au système des galeries existantes. Donc, c'est une galerie critique. Voilà, une galerie, un peu, oui. Intellectuelle et morale. C'est une galerie morale. Oui. Avec des œuvres, quand même. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Beaucoup d'œuvres. Et ça a duré combien de temps? Ben, ça a duré jusqu'à 76. En 76... Et pourquoi ça s'est arrêté? Je venais souvent à Paris, bon, comme en 75, je suis partie vivre en Yougoslavie. Je venais de temps en temps quand même voir mes amis avec qui j'ai travaillé. Et puis bon, j'ai vu la situation changer énormément. Le cercle autour du Beaubourg et puis les artistes un peu affolés d'entrer dans ce cercle, enfin d'entrer dans ces lieux. Vous voulez développer un peu ça? Je crois que c'est votre partie qui devient plus critique et qui est intéressante là. Dans ce texte de vous que j'ai lu il y a quelques jours, vous disiez que vous étiez en guerre avec les artistes. Alors, parce que ils vont plus avec vous dans ces entreprises de perturbation. Non, je n'étais pas en guerre, mais bon, j'étais désolée de voir leur manque de courage et de suite dans leurs opinions, si vous voulez. J'ai dit qu'ils ont mis dans l'armoire, ils ont raccroché leurs opinions et ils sont rentrés dans ces mêmes lieux qu'ils ont critiqués avant. Par exemple, vous avez pourquoi ils m'ont contacté et pourquoi ils ont travaillé avec moi. Daniel Buren, rappelons que ces travaux consistent essentiellement, peut-être pas essentiellement, pour une bonne part, en des rayures qui sont souvent vertes et blanches. Et dans ces petites opuscules que vous m'avez données, on voit la French Window, la fenêtre française. Personne ne sait qu'elle est française, mais c'est quand même une fenêtre française, avec en transparence derrière la vitre une de ces tentures vertes et blanches de Daniel Buren. Bon, là, je veux dire, derrière la fenêtre, ça, c'est sûrement invisible. Mais quand Buren a ensuite, ou à peu près à la même époque, a commencé à les mettre sur les murs des villes, a commencé à les exposer au musée Guggenheim à New York par exemple, où il a fait une tenture qui avait, je crois, toute la hauteur du musée. Les autres artistes n'étaient pas très contents d'ailleurs. Mais il avait toujours, enfin, un texte qui expliquait pourquoi il fait ça dans ce musée et quel est le rapport aussi critique qu'il avait voulu que sa peinture a par rapport au lieu où elle était exposée. Tandis que beaucoup d'autres artistes, ils n'avaient pas ces intentions et carrément ils ont changé de style, enfin d'œuvre. Au fond, ce que vous leur reprochez, c'est un manque de constance. J'ai un téléphone qui m'arrive à l'instant d'une dame qui me dit que mon anglais est déplorable. French window, c'est pas du tout une fenêtre française, c'est une porte-fenêtre. Ah bon. Vous saviez pas ça non plus. D'ailleurs, c'est faux votre argumentation. Là, j'ai une photo de la French window. C'est pas du tout une porte-fenêtre, c'est une fenêtre normale. Oui. Non, mais on est en pleine irréalité. C'était un peu un hommage à Marcel Duchamp. Bon, c'est du French window que ça vient. Puis c'est devenu French window. On n'a pas fait toutes les recherches. Je comprends. Enfin voilà, la communication est établie. Bon, maintenant, vous avez, je crois, montré clairement ce qui s'est passé pendant ces 4 années derrière cette fenêtre française, cette porte-fenêtre française. Pourquoi est-ce que ça continue pas? Les deux artistes qui sont avec vous ont peut-être des réponses à donner, des explications. Qui veut commencer? Bernard Borgeaud, peut-être. Oui, moi je crois que c'est important de recommencer parce que justement la situation a changé. La situation de l'art aujourd'hui est devenue terriblement mercantile.
Et ça va pas si bien que ça, le commerce, vous savez. Ça je ne sais pas très bien, mais ce qui semble apparemment, c'est que tous les collectionneurs qui collectionnaient l'art conceptuel il y a 5 ou 6 ans, toutes les galeries comme Menz ou Fischer ou autres qui exposaient les artistes conceptuels ou post-minimalistes, tous ces gens-là ont retourné leur veste d'un seul coup et sont sous le charme de la jeune peinture italienne, ce que moi je considère comme la plupart du temps comme du barbouillage. Et je crois qu'il est temps peut-être de tirer un signal d'alarme ou de se ressaisir quelque part. Alors expliquez un peu, vous voyez là une dégradation, un laisser-aller à la facilité, un manque d'exigence, qu'est-ce qui se passe? Absolument, oui. Oui, alors on peut analyser la situation de différentes manières. Bien sûr, il est certain qu'il y avait peut-être des académismes qui se développaient dans le prolongement du conceptualisme et qu'il y a eu une nécessité de changer les choses, peut-être, c'est certain. Hein. Tout le monde en avait peut-être un petit peu assez de voir des monochromes et de voir des lignes sur des murs. Bon, ça c'est certain, il y a une lassitude. Mais il y a aussi un phénomène, je trouve, outrageusement commercial dans les souhaits ou dans les désirs des artistes. C'est-à-dire que les artistes n'ont plus les mêmes intentions que je crois qu'il y a une dizaine d'années dans leur travail. C'est-à-dire que la plupart du temps, on voit des jeunes artistes dire je veux gagner de l'argent, je veux arriver très vite. Et je ne pense pas que nous, il y a 10 ans, et je ne pense pas que nous, maintenant, toujours, on soit de cet avis-là. On a une autre conscience de notre travail artistique et on souhaite faire autre chose. Puis d'ailleurs, puisqu'on parlait de Man Ray tout à l'heure, Man Ray disait « Je méprise les artistes qui vivent de leur art ». Bon, je ne dirais pas tout à fait la même chose, mais je dis que évidemment l'œuvre change. Oui, écoutez, il faut bien poser les choses. Est-ce que c'est pas bien qu'un artiste gagne sa vie, ou bien est-ce que ça pourrait être pas mal à la limite quand même, je sais pas. Si, mais s'il est obligé de donner tellement de concessions, évidemment, ça influe sur son travail. Donc c'est pas le reproche de gagner sa vie qui est posé, c'est le reproche d'être déformé par les besoins. Oui, c'est une liberté qu'on lui donne, évidemment. Et alors vous pensez que dans toute l'histoire de la peinture, et il n'y a pas si longtemps, disons... Tenveller faisant appel à Picasso ou à Braque et leur donnant la possibilité de se montrer, c'était pas bien. Et qu'il faut que l'artiste reste quelqu'un de pas facile à trouver, à découvrir au hasard d'une rue derrière une French window. Comment est-ce que vous voyez la situation de l'artiste dans la ville? Peut-être à la Fléchère un mot là. Non, je crois, si vous voulez, que le fonctionnement traditionnel des galeries tel qu'il réapparaît maintenant avec beaucoup de force pêche par un manque de subtilité. C'est-à-dire, je ne suis pas contre les galeries, il y a des galeries qui font un travail intéressant, y compris des galeries à vocation un peu commerciale, mais la plupart du temps, enfin, ces galeries font un travail grossier. Oui. Qui manque de subtilité. L'œuvre d'artiste passe au second plan. Voilà. C'est-à-dire que... On montre un produit et on fait ce qu'il faut pour que la sauce prenne, pour que le produit se vende, pour qu'on en parle, pour que la publicité se fasse. C'est mieux au musée, à votre avis? Comment? C'est mieux au musée? Le musée est un espace apparemment neutre au niveau commercial, mais qui ne l'est pas tant, puisque... Ils travaillent ensemble avec les galeries. Enfin, et alors, attendez, que ça soit bien clair, ce que vous refusez, c'est le commerce. Non, si je vous proposais d'acheter une de vos œuvres, pas du tout. Non. Je ne pense pas. Je pense qu'aucun artiste ne refuse le commerce. Non, je voudrais que ça soit bien clair. Je crois qu'il faut refuser la grossièreté du commerce. Oui. La grossièreté du commerce et la grossièreté de l'entreprise mercantile en art. La façon dont le système a englobé toute la créativité artistique, il la fausse d'une manière. Alors il faut donc réinventer des voies. C'est une voie de communication. Oui, en fait, la critique que je fais à cet art que je critique actuellement, c'est qu'il est mauvais, tout simplement. Oui, ça c'est encore autre chose. Là. Il est mauvais. Ça c'est votre avis, il y a encore autre chose. Ça. Et c'est un art facile, c'est un art de la facilité qui est fait pour, disons, flatter le goût d'une manière excessivement facile et brillante. Hein. Je crois que c'est ça essentiellement. Et c'est ça qu'on critique justement, c'est que les galeries qui ont pu à un moment donné faire un travail intéressant ne le font plus et se laissent aller en fait à cette facilité.
Bon, nous, on a une autre exigence, on a une autre conscience de notre travail, et c'est pour ça qu'on se méfie et qu'on reste, disons, très réservé par rapport à tout ça. Alors, ces voix, oui. Oui, j'ai l'impression, pour ajouter un mot sur ce sujet, qu'on est assez vite passé d'un aveuglement à l'autre. J'ai l'impression que la jeune peinture dont parle Bernard Borgeaud à l'instant, c'est-à-dire cette barbouille vaguement expressionniste, sous Autodix, sous bande dessinée, etc., elle se fait peut-être moins en réaction contre ce que des artistes comme nous avons fait, contre l'art conceptuel, que contre les excès de la théorie en art. Il y a eu pendant une dizaine d'années effectivement un courant théorique un peu terroriste qui a dominé et qui non seulement dominait mais exerçait une sorte de dictature. Alors moi, le bon côté, éventuellement, s'il fallait absolument en voir un, que je vois à ce courant un peu spontanéiste comme ça, c'est de faire un peu le ménage de cette théorie terrorisante. Mais bon, quand je dis qu'on passe d'un aveuglement à l'autre, je crois qu'on passe de cela, de cet état antérieur, hein, d'un discours totalitaire et venant étayer une production plastique bien souvent défaillante. On passe de cela à maintenant un geste pictural qui se veut spontané, gratuit, sans commentaire, sans explication, mais qui est, je crois, tout simplement, comme dit Bernard Borgeaud, mauvais. Enfin, et encore plus que mauvais, moi je vois cette peinture comme de la vieille peinture. Donc, alors, constante, que ce soit à gauche ou à droite, de mes deux côtés, tout ça, ça vaut pas grand-chose. Et on passe d'un académisme à une sorte de médiocrité. Alors, on est vraiment dans le trou. Mais on est dans le trou parce qu'on peut pas voir autre chose et qu'il y a d'autres choses qu'il faut voir. Et comment pourrait-on percevoir ces créations nouvelles qui existent? J'en suis persuadé. Il est impossible que la peinture s'arrête, c'est pas possible. Ça s'est jamais fait. Il n'y a jamais eu de trou. Comment faire pour les découvrir? Je crois que des voies continuent à être explorées et la voie inaugurée par Ida Billard il y a quelques années, elle ne s'est stoppée qu'en apparence. Ida a, pour des raisons qui lui sont propres, un petit peu quitté le devant de la scène, mais l'inspiration qu'elle a donnée nous a animés, quelques-uns d'entre nous, et pour ne citer que Buren, dont on parlait tout à l'heure, il a fait à Beaubourg des travaux très très proches de ce qu'il faisait avec la Galerie des Locataires, puisque vous savez l'exposition qu'il a faite qui n'était visible que de Beaubourg, mais qui était aussi extérieure que possible à Beaubourg, puisque c'était des drapeaux plantés en haut de mâts de divers édifices parisiens et qui n'étaient visibles que de Beaubourg, avec un système de longue vue. Et quelque temps après, il a fait l'exposition inverse, c'est-à-dire une exposition qui était autant que possible à l'intérieur de Beaubourg, mais pas visible à l'intérieur de Beaubourg. Et c'était en fait ces fameuses rayures, ces bandes, qui étaient collées au dos de tableaux célèbres, des Picasso et autres. Il y avait simplement une petite mention sous le titre officiel du tableau, indiquant qu'au dos de ce tableau était collée une œuvre de Buren. Alors il y a des travaux comme cela, et d'autres, les travaux de Bernard Borgeaud, et les miens, et quelques autres, ont fonctionné comme ça dans le prolongement de choses qui se sont passées à l'époque où Ida travaillait avec nous. Et vous pensez qu'une expérience comme celle de la grille des locataires peut, si elle ne s'est pas arrêtée, comme vous l'avez dit, et qu'elle est sous-jacente, clandestine, dans la clandestinité, peut reprendre au grand jour? Elle a repris aujourd'hui même. Voilà. Nous sommes dans une exposition de la galerie des locataires. Qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui? Alain et Bernard, ils ont deux projets, justement, qu'ils voudraient communiquer là pendant cette émission. C'est très bien, surtout qu'on aura tout d'un coup pas mal de spectateurs, auditeurs. Alors allons-y. Qui commence? Je crois que je peux dire un mot, c'est que nous, on est des artistes visuels essentiellement, même complètement. Enfin, moi, en tout cas, je suis complètement visuel. Donc, présenter un travail à la radio, ça pose problème, bien entendu. Il y a une translation, une traduction à faire. Une trahison. C'est pas mal. Mais les gens imaginent très bien, vous savez. Bon, alors, j'ai donc écrit un projet qui est un projet qui n'est pas réalisé encore, sur lequel je travaille en ce moment et que je vais communiquer. Projet pour la nuit négative. Pièce photographique en 18 éléments. Une salle très haute,
On ne voit pas le plafond, en longueur, étroite. Il n'y a pas d'ouverture, ni porte, ni fenêtre. La lumière vient de nulle part. Il y a un mur blanc immense, très haut, on ne voit pas son sommet, très large aussi. Il mobilise toute l'attention. Le blanc de ce mur est très blanc. Le mur est recouvert de peinture blanche, un pigment très mat, qui forme une couche, une limite entre le regard et le mur. Derrière ce blanc, le mur n'est pas visible. Il n'y a que la masse légèrement translucide du blanc. Ce blanc est saturé de lumière, ce blanc aveugle. Dans cet aveuglement qui se déchire, c'est la nuit, noire, violente dans tout ce blanc. Ce sont des lambeaux de nuit creusés dans le blanc. Dans ces brèches de nuit, le temps se fige. Très haut, d'immenses drapeaux gris, suspendus dans leur mouvement. Ils sont comme durcis dans une gangue métallique, immobiles au sommet de leurs mâts blancs qui luisent. Ils étalent leur masse immense, symétriquement par rapport à un axe imaginaire qui traverse le mur, verticalement. L'axe se prolonge vers le bas, bien au-delà du sol. Les replis des drapeaux forment des cavités. Au-dessous de ces 3 drapeaux et de leurs doubles, le mur blanc étale sa surface légèrement granuleuse. C'est comme si le mur avait été plié en 2. Les 3 drapeaux de gauche sont les doubles inversés des 3 drapeaux de droite. Ils prennent l'espace muré de la nuit noire en s'inscrivant selon 3 registres décalés en escalier. Ils trouent la paroi dure et blanche. Plus bas, au niveau des yeux, d'énormes boules en ciment sont là, posées sur des socles en ciment. C'est la nuit. Autour des boules, c'est noir. Il ne se passe rien. L'espace noir autour des boules est comprimé par la blancheur du mur vide dont l'immensité exerce une pression sur chaque morceau de cette nuit. Un éclairage dur découpe les volumes des boules sur les socles ruinés par la tempête. Disposées symétriquement et à l'inverse des drapeaux, les boules complètent la figure en forme de croix qui barre le mur blanc dans toute sa hauteur visible. Le registre le plus bas est occupé par les ruines d'un escalier monumental, en béton armé, qui s'élevait entre les bases supportant les boules. Au sommet de l'escalier, la paroi s'élève, très haute, si haute que le sommet reste non visible. Le mur opposé de la salle est tellement proche que le recul manque. La symétrie demeure comme une trace vidée. Voici donc le projet de Bernard Bourgeaud. Est-ce qu'on peut dire aux auditeurs que, éventuellement, on leur enverrait une photocopie de ça, si ça les intéresse? Il faut contacter la galerie. Voilà. Elle a un très bon réflexe. On verra votre adresse tout à l'heure. Maintenant, votre projet. C'est seulement un projet. Bien sûr, mais c'est clair. Votre projet, vous, Alain Fléchet. Je me trouve dans la même situation que Bernard, c'est-à-dire que je suis un artiste qui travaille avec l'image, enfin aussi avec le son parce que je suis cinéaste, mais l'idée d'une exposition radiophonique, comme ça, il est difficile de l'improviser. Alors je me retrouve dans la même situation à devoir lire un projet, faute d'avoir pu le mettre en scène avec les moyens propres au son. Bien sûr. Mais disons qu'on verra bien si ça passe, si ces paroles font voir les images. Les auditeurs nous appellent au 524 19 19 pour nous le dire. Merci, on vous écoute, Alain Fléchet. Cadres et rideaux, cages et coulisses. L'espace est circulaire, ou plutôt c'est une spire. Lorsque l'on est à l'intérieur, on ne sait plus par où l'on est entré. La faille du cercle, les quarts de la spire, restent masqués. 2 rideaux sombres, peut-être, comme d'une coulisse, trompent l'œil. On est à l'intérieur d'un cercle fermé. L'acoustique aussi est circulaire. Les sons lancés, les cris, les hurlements, les paroles, tournoient longtemps, s'enchaînent, s'enroulent les uns aux autres, avant d'être entièrement recouverts par d'autres sons, d'autres cris, d'autres voix, ou par le silence, qui tourne aussi, vertigineux.
D'abord, on ne voit rien de la périphérie, du périmètre, car seul le centre est éclairé. Au milieu d'un plafond peut-être en voûte, une partie formée d'épaisses dalles de verre laisse tomber une lumière très filtrée, lointaine. Si lointaine qu'on ne sait si elle tombe ou si, du sol en mauvais débris de carrelage, elle monte, éclairant un dallage renversé, un autre sol au-dessus de la tête. Cette lumière, si lointaine, si filtrée, un vestige de lumière, n'inscrit aucune ombre. L'ombre est si diffuse qu'elle se confond avec la lumière si filtrée. Une lumière qui ne viendrait de nulle part. Pendant les premiers instants, le regard s'arrête là, dans cette lumière entre deux sols, engluée. Et puis les sons, les voix, les cris, eux aussi pris dans un tourbillon immobile, comme dans le tourbillon d'un fleuve, après un temps d'absorption, rejettent le corps vers la périphérie. On voit alors, ou l'on croit voir, se découpant à peine entre les hauts rideaux sombres qui multiplient les coulisses, des cadres, les cadres d'une exposition. Ce sont des cadres identiques, de grande taille, espacés régulièrement, également éclairés d'une lumière rare, bleutée, mais éclairés comme à revers. La lumière, là aussi, vient de loin. Sa source reste invisible, hors de portée. Les cadres d'abord semblent vides, et puis l'on distingue des barres noires, verticales, mais l'impression de vide persiste. Les cris, les voix, les paroles que l'on entend ne sont pas là. Elles viennent de loin. Leur source est hors de portée. Ce sont peut-être des cris, des voix, des paroles enregistrées. De mauvais haut-parleurs, comme il y en a dans les stades, les projettent là. Des haut-parleurs disposés en cercle, où les mêmes cris, les mêmes paroles, les mêmes voix se font entendre successivement. De sorte que les cris, les voix, les paroles tournoient, se répètent, se déchirent dans les rebonds d'un écho brutal, mécanique. Et les paroles aussi, toujours ces mêmes mots, répétés par les voix, repris avant qu'ils ne retombent. L'histoire se répète. Cette phrase, l'histoire se répète. Mais qui répète que l'histoire se répète? Quelle histoire se répète? Ou quelle est l'histoire qu'on se répète? Qui répète l'autre? L'histoire de ceux qui répètent que l'histoire se répète, ou ceux-là même qui la répètent, en répétant qu'elle se répète, au lieu d'être répétée par elle? Au moment où vient le désir violent de sortir, une tache rousse apparaît, se déplace dans un des cadres, rayée par les barres noires, disparaît derrière un rideau. On comprend alors que les cadres, peut-être, sont des cages, et les cages des cadres. Derrière les rideaux, entre les cadres, les cages, hors champ, dans les coulisses, circulent des tigres, des lions. Voilà, trop vite dit sans doute, mais je crois que les images sont là. Deux projets, l'un précédemment de Bernard Borgeaud, l'autre d'Alain Fléchère. Et puis on voulait aussi communiquer le SOS de Jean Roaldès. Oui, j'ai pas trouvé de morse SOS, mais bon, je crois qu'on va s'arrêter maintenant. Il est bien le plus simple est de dire aux auditeurs que, puisque nous avons aujourd'hui fait renaître, grâce à vous, avec vous trois, cette galerie de locataires, que si l'expérience les intéresse, eh bien, ils ont deux procédés pour venir à vous, soit nous téléphoner tout de suite, vous allez peut-être rester un peu quelque temps pour répondre au téléphone. Le numéro c'est le 524 19 19 et vous nous appelez en PCV si vous n'habitez pas à la région parisienne, ou bien vous nous écrivez aux après-midi Transculture, pièce 8716, Maison de Radio France, Paris 16e, et nous transmettrons à la galerie des locataires.